Expression Express Yourself, une émission qui invite les gens qui ont quelque chose à dire. Et aujourd'hui, mon ami Philippe Decourroux, il a des choses à dire. Bonjour Philippe. Bonjour Johannes. Tu auras des choses à dire sur une personne qu'on va partager. C'est-à-dire quoi cette photo-là? Regarde. C'est un très cher ami. C'est un cher ami. Mais tu sais, il y a quelques semaines, je suis de temps en temps sur le journal Jeune Afrique, parce qu'ils ont une opinion et surtout des articles que je ne trouve pas ailleurs, hein, parce qu'il faut s'intéresser pour l'Afrique. Et je vu, l'article était du jour avant, et j'ai tombé sur Denis Mukwege qui dit « J'y vais maintenant », pour dire « Maintenant, je suis candidat à l'élection présidentielle. Je me dis, mon ami Philippe Decourroux, je suis sûr qu'il n'est pas au courant. Je dois envoyer le lien, la photo. Tu étais au courant? Ça faisait 2 mois, ouais, que j'étais au courant. Comment? 2 mois, tu es au courant que moi, je cru que je suis sur un scoop ou quoi? Voilà. On était chez lui au mois de juillet pour la 5e fois. Cet été, oui. Et puis, bien avant que ça soit officiel, on savait déjà qu'il allait se porter candidat, qu'il allait répondre non pas à une envie personnelle, il n'a pas du tout envie de se lancer dans la politique, pas du tout envie d'être président de ce Mais il dit maintenant, pays. Pour dire il est un des derniers candidats à annoncer la couleur, tu es d'accord? Il a attendu jusqu'au bout. Il a attendu jusqu'au bout parce qu'il n'a pas envie de ça. Mais il a un appel pour ça parce que c'est quelqu'un qui aime son peuple, c'est quelqu'un qui souffre avec ses frères et sœurs congolais. Et il se rend compte que, voilà, c'est je pense, peut-être la seule chose à faire pour qu'un réel changement se passe dans ce pays. Alors, quelques mots, Philippe. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde ce livre-là. Alors, l'homme qui répare les femmes, c'est Denis Mukwege. Il faut peut-être expliquer. Oui, dis-nous quelques mots, parce qu'il est connu depuis 10-15 ans. Hein, Denis Mukwege, oui, depuis une quinzaine d'années. Alors, peut-être pour expliquer ce qui est intéressant, c'est Denis Mukwege, c'est un fils de pasteur, le fils du premier pasteur pentecôtiste autochtone de l'Est du Congo. Zaïre, à l'époque c'était Zaïre. C'était Zaïre, oui. Du ministère de son père sont sortis par effet domino des dizaines, puis des centaines, puis des milliers d'églises évangéliques dans toute la région des Grands Lacs. C'est l'autre côté, c'est Congo-l'Est. Voilà, à l'est du Congo, ça touche le Rwanda, le Burundi. Denis Mukwege a un appel pour devenir médecin. Il est en même temps pasteur. Il reprend la succession, entre guillemets, de son père dans le pastorat. Donc, il fonde une église. Il est en même temps médecin. Il fait des études de médecine. Et c'est de voir la difficulté des femmes, des jeunes filles qui sont finalement... Qui se marient très très jeunes dans cette région, 13-14 ans, elles ont leur premier enfant. La difficulté de la maternité, de mettre au monde des enfants dans cette région, il y a beaucoup de mortalité, qui fait que ce qui va se spécialiser en gynécologie obstétrique. Il n'aurait jamais été connu sans les événements qui se sont produits au Rwanda, sans la suite du génocide rwandais. Le génocide rwandais, c'était en 1994. Ouais. À la fin de ce génocide terrible qui a fait à peu près 800 000 morts, les génocidaires, les Hutus rwandais, sont se réfugier au Congo au Kivu voisin, qui fait frontière. Donc là, on se retrouve avec à peu près 2 millions de réfugiés Hutus qui fuient la colère des gens qui n'ont pas été tués, des Tutsis qui n'ont pas été tués dans le génocide. Et puis là, ces réfugiés sont là, ils sont soutenus par le HCR, le Haut Commissariat des réfugiés, mais parmi ces réfugiés, il y a l'armée rwandaise, qui sont des officiers qui sont là en habits, en armes et tout ça. Et donc, on sent que la situation est explosive. Denis, qui travaille dans cette région-là, appelle la communauté internationale. Personne ne réagit. On sent que la situation est explosive. Et 2 ans plus tard, le Rwanda, avec des alliances des pays avoisinants, envahit le Congo. Le Rwanda qui envahit le Congo, c'est un peu le Luxembourg qui envahirait la France. Le Rwanda est un petit pays. C'est tout. Et puis, ils envahissent le Congo pour supprimer ces génocidaires Hutus-Rwandais qui constituent pour eux une menace. Et là, un processus de guerre s'enclenche. Une guerre qui a fait plusieurs millions de morts, 5-6 millions de morts, même plus, sur 25 ans. Et dont
On n'a pas parlé. Mais cette guerre, il est aussi pas piloté par l'argent avec les minières. Il y a quand même une région de mines qui a un intérêt pécuniaire, des gens qui font du business, et ils ont arrangé, ils ont peut-être même soufflé dans le feu pour dire, s'il y a des génocides, si la population se déplace, on peut faire mieux notre business. C'est vrai ou il y a quelque chose, ça s'est greffé par-dessus. Il faut savoir que l'Est du Congo, pour son plus grand malheur, est une région extraordinairement riche, peuplée de gens qui auparavant étaient très, très simples, modestes, et des gens gentils, des gens sans histoire, des paysans qui cultivaient leurs terres sans histoire. Et tout à coup, on se rend compte qu'il y a notamment un minerai qui s'appelle le coltan, le coltan, oui, pour les téléphones. Que l'on retrouve dans tous nos appareils, nos batteries de voitures, de téléphones partout. Et ça, 1998, ça coïncide avec la venue d'Internet, tous les portables et tout ça. Il y a une énorme demande de coltan. Et puis, le coltan, à 85% de la production mondiale de coltan, vient de cette région du Kivu. Vient de cette région-là. Donc c'est clair que le business se mélange avec les intérêts culturels et communautaire, et quelque part ça explose. Des gens s'attaquent vers les filles, vers les femmes. Alors, il y a des abus terribles. Pourquoi s'attaquer aux femmes? Et c'est là qu'en 1999, des abus terribles. Denis se trouve face à la première victime de viol de guerre. Alors, il se dit... Ils ont inventé quelque chose. C'est l'œuvre d'un fou. Ce qu'il faut comprendre, quand on parle de viol de guerre, les gens nous disent souvent... ça a toujours été les Russes, les Allemands, ils disent toujours la même chose. Non, c'est pas ça. On compare à l'excision. Mais en étant un peu cynique, comparer l'excision au dommage qu'on fait, à la destruction du corps des femmes-là, c'est un peu... en comparaison, c'est un peu une piqûre d'insecte. Là, c'était vraiment des abus des soldats qui sont venus dans les villages. L'excision... Ce qu'il faut comprendre, l'excision, c'est quelque chose d'horrible, mais là, on parle des ventres des femmes qui sont crevés. On crève le ventre des femmes qui se retrouvent avec les intestins crevés, la matrice avec des armes, avec tout. Avec des armes à feu, des grenades, des poignards, tout ce que vous voulez. On a vu... Et ça, un petit peu tout âge, à partir d'un certain âge, jusqu'à... Même les hommes ont souffert. Des villages, paf. Non, touche... Les femmes, quand tu touches les femmes, tu touches... Le mec, parce que le mec, il est foutu. Tu touches une femme sous les yeux de toute la communauté. Les femmes sont violées en public, sous les yeux de toute la communauté. Tout le monde regarde. Tu dois regarder ça. Et la femme est défoncée en public. Et là, c'est un traumatisme. Les campagnes se sont vidées comme cela. Et Denis et son équipe... Denis, ils ont réparé. Il a commencé, c'est ça pourquoi il dit, il a réparé ou réparer. Alors c'est un terme qui peut paraître mécanique, c'est horrible, hein, c'est horrible ce terme. Mais on est dans la réparation. Combien? 5 000. Ils sont à plus de 60 000. Comment? Plus de 60 000 femmes qui ont passé sur la table d'opération. Femmes, jeunes filles et bébés. Des bébés, on parle de bébés. 50, 60... Dans ces hôpitaux de lui. 000. Denis et son équipe dans leur hôpital de Panzi. Donc, c'est ce qui a fait qu'à un moment, Denis, ce qu'il nous disait, quand tu opères une femme, il y a tout un travail de restauration, tout un travail holistique. Il y a la partie opération physique, chirurgicale. Ensuite, il y a tout le travail holistique de reconstruction de la dignité de la femme. C'est un travail qui prend des mois et qui est porteur. Mais 2 ou 3 ans après, la même femme revient. Elle a de nouveau été violée. Alors ça c'est déjà trop. Mais après, écoute bien, après, le jour où la coupe a été pleine, c'est que l'enfant issu du premier viol est arrivé et avait été violé aussi. Et là, donc une chaîne quelque part qui était ininterrompue. Voilà. Mais Denis a dit il faut faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'il est connu aujourd'hui. Il a commencé de pouvoir s'exprimer au Parlement européen, aux Nations Unies, etc. Il a une vie assez dangereuse. Donc à plusieurs reprises, on a essayé à l'éliminer. C'est véridique, non?
Alors, Denis Mukwege, c'est une menace. Parce que c'est le... Il ne se gêne pas, il dit la vérité. Hein. Le seul en Europe comme en Afrique. Qui ose dénoncer les coupables. Ouais. Il faut savoir que les Nations Unies ont nommé une commission qui a donné lieu à un rapport, le rapport mapping d'une grande partie des exactions qui ont été commises dans cette région. On a des noms de personnes qui sont aujourd'hui ministres, qui sont généraux et qui ont tué, massacré des dizaines, voire des centaines de personnes. Et c'est pour ça que Denis a des ennemis. Il a échappé à plusieurs attentats. Ouais. Il a risqué la mort. Parce qu'il connaît certains gens de leur deuxième vie et même qu'est-ce qu'ils ont. Ils vont vraiment... Philippe, cette image, ça dit quelque chose? Tu te rappelles? Bien sûr. Genève? Bien sûr. C'était il y a quelques temps, il y a quelques années. En 2017, le lancement du collectif Irish Women. Et c'est toi qui as invité. Il y a une fondation à Genève, non? La fondation Denis Mukwege. Alors, il a une fondation, Denis Mukwege, il y a une antenne à Genève, mais partout un petit peu. Un peu partout dans le monde. Je propose qu'on voit un petit extrait que cette interview, c'est Serge Carrel qui avait, je ne veux pas dire la chance parce que c'est pas, mais... Le privilège. Le privilège. Et moi, j'étais son caméraman. Un petit extrait. Exactement. Je crois que lorsqu'on est dans une famille chrétienne, parfois on suit les parents, on va à l'église comme d'habitude. Je pense que ça, ce n'est pas suffisant. À 13 ans, j'avais une expérience qui a transformé ma vie. C'était une rencontre. Moi, je l'appelle une rencontre personnelle avec Jésus. Et pendant ces temps, je me rappelle que nous étions dans un petit groupe de prière et j'ai vraiment senti pour la première fois cet amour de Dieu envers moi. Ça provoquait une réaction en moi de me sentir aimé. Je pleurais, je ne peux pas expliquer pourquoi je pleurais. Je coulais du nez, j'étais dans une joie que je ne sais pas expliquer. Vous dites concrètement dans votre livre que l'esprit, alors ce qui est intéressant, c'est que l'éditeur a mis un petit E à l'esprit, mais l'esprit, dites-vous, s'empara de moi. Qu'est-ce que vous entendez par là? Exactement. C'est-à-dire que lorsque vous expérimentez cet amour profond de Dieu envers vous, que vous manquez même sur le plan matériel, même sur le plan du langage, de pouvoir expliquer ce qui vous arrive et que même ceux qui sont autour de vous ne peuvent pas, trouvent carrément que par votre langage, par votre comportement, vous avez complètement changé. Mais moi, ce que je percevais en moi, c'était une expression très forte de l'amour de Dieu en moi et que je me rendais compte à quel point je ne méritais pas, que j'avais une grâce particulière et ça m'a mis dans un état tout à fait hors de moi. Et je crois que depuis ces jours-là, dans ma vie, j'ai une conviction. Tout ce que je l'ai fait pour la gloire de celui qui me donne la vie, qui me donne également cette grâce de le connaître. Aujourd'hui, je crois que mon thème principal, c'est l'amour, puisque c'est ça que j'avais senti à ce moment-là. Être aimé par Dieu dans une profondeur que vous ne savez pas expliquer humainement, mais ça me donne une certaine même... Je dois dire, je me sens tout le temps que je suis dans les mains sûres de Dieu par cet amour. Alors, Philippe, tu vois, à Genève, on avait pendant une matinée, je pense qu'on avait plus que 2 heures, le docteur Denis Mukwege, que pour nous dans un bureau, on a bu un café. Il n'avait rien autre sur le programme. Et je m'excuse, on est venu un petit peu amis, pas autant comme toi. Il te dit tous les secrets, mais je le connais aussi personnellement, c'est beau. Hein? Tout à fait. Pourquoi tu connais Dr Mukwege? C'est quelles circonstances que tu te sens guidé par Dieu, que tout à coup, par des circonstances en Belgique, tu l'as expliqué même pendant les concerts,
une rencontre magnifique. Mais bref, parce que Alors, ça pourrait faire 10 minutes que ça. Non, on peut faire très court. Le jour où il a obtenu le prix Sakharov, au 19h30 le soir, on parle de cela. Un chirurgien congolais qui obtient le prix Sakharov pour son travail de réparation des femmes. Là, moi, je regarde ça, je suis interpellé, je suis déjà, depuis plusieurs années, je suis interpellé par la souffrance des femmes. On a fait des choses pour dénoncer le nouvel esclavage, etc. Oui, tu as travaillé pour les filles de l'Est, voilà, tu as fait des clips, donc tu étais connu pour quelqu'un qui ose dire un petit peu, il ouvre un petit peu trop. Voilà. Hey, du calme, tu n'as pas besoin de mettre ta tête hors de la fenêtre ou quoi? Voilà, et là, je vais voir sur Internet et je découvre ce qui me tétanise littéralement. Je suis dans mon bureau, je suis à genoux, je suis en pleurs. D'ailleurs, le simple fait d'évoquer ça me fait remonter une émotion. Et d'esprit. Je prends conscience de la souffrance de ces femmes là-bas et je dis à Dieu, je prie, je dis à Dieu, mais s'il y a quelque chose que je puisse faire, je suis prêt à aller. Je sais que c'est une zone de guerre, ça peut être dangereux. Je suis prêt à aller. Seigneur, si tu as quelque chose, envoie-moi. Ça ne m'engage à rien parce que je ne connais personne, mais quelques semaines plus tard, de façon, je dirais... Miraculeuse, hasard avec des majuscules. Je rencontre le propre frère du docteur. Et tu ne savais pas, non? On se connaît. Non, je n'avais aucune idée. Je ne savais pas qu'il avait des frères, je ne connaissais rien. Et puis, on se connaissait depuis 5 minutes, on a sorti nos agendas et on a préparé... C'était en Belgique? Le premier voyage, c'était en Belgique. C'est le premier voyage. Au mois de juillet, c'était le 5e. Et là, on est devenus amis, on a appris à connaître Denis et il y a une connexion divine qui s'est créée entre nous deux. Mais quand tu vas chez lui, tu vas à l'hôpital, des femmes autour, on a vu des vidéos souvent, il a 1 minute pour toi ou il est occupé de la salle d'opération, il est en train de... Ils peuvent arrêter, ils peuvent écouter. Alors oui, il le fait. On est allé, les 5 fois qu'on est allé, il y a eu une fois où on a senti qu'on était là pour lui. On va faire des visites aux survivants de violences sexuelles, on va faire des visites dans les prisons aussi. Mais cette fois-là, on était là pour lui, il était accablé, il est découragé. Le grand personne peut être seul. Les gens ne savent pas que des gens importants peuvent être si seuls. Tu es d'accord? Non, mais c'était pire. Écoute, c'est autre chose. Denis Mukwege, c'est autre chose. Ce qu'il a vécu, si on raconte son histoire en détail, il y a des émissions qui ont été faites, un film qui est en train d'être tourné maintenant. Mais si on le raconte dans des livres, tu remplis une bibliothèque. C'est hallucinant. Et j'aime bien le dire avec ces mots, plus on le connaît, plus on prend la mesure de la démesure. Il y a quelque chose dans la vie de cet homme qui est démesuré. Ce qu'il porte, c'est démesuré. Ce qui est intéressant, on est devenus amis intimes. Mais ce n'est pas forcément la connaissance de son métier. Non. On ne parle pas d'intellectuel, de la connaissance. Non. C'est notre profondeur. C'est tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a subi. On a appris cette année qu'il y a 5 ans, on a assassiné froidement 2 de ses petits-enfants. On ne le savait pas. Non. Parce qu'il y a tellement de choses. Et lui, il ne parle pas. Il est d'une humilité, d'une réserve qui est hors norme, une humilité hors norme. Si on a le privilège de connaître sa famille, ses frères et sœurs, neveux, nièces, ce sont eux qui, peu à peu, par bribes, on apprend ce que lui ne dira pas. Non pas parce qu'il est gêné, mais simplement parce qu'il vit des choses. Il dit tellement de choses. Il vit l'horreur au quotidien. Il vit des choses qui sont inouïes. Il vit des expériences traumatisantes que tu vas vivre sur toute ta vie. Lui, il les vit sur 1 semaine. C'est hallucinant. C'est démentiel. Comment se fait qu'il ne pète pas les plombs? Un type comme moi, que tu dis, je vis ça peut-être 1 fois par année, et qu'est-ce que lui, il vit dans 3 jours? Moi, je pèterais les plombs, mettrais la psychiatrie. Comment le gars? Peut-être, Philippe, comme il est engagé chrétien, et c'est Dieu qui le tient, il est peut-être rempli du Saint-Esprit, parce qu'il dit même sur l'antenne, dans l'interview,
il nous a dit ici, je suis chrétien depuis enfant et j'ai même reçu... Mais tu sais beaucoup plus que moi. Johannes, c'est quoi qu'il a reçu de Dieu? Denis Mukwege, c'est un homme qui est habité par le divin. C'est un homme qui incarne l'amour de Jésus-Christ, qui transpire l'amour de Jésus-Christ. Quand on l'a appelé, je dis juste ça, quand on l'a appelé il y a quelques années, et je suis toujours très très ému quand je parle de ça, quand on l'a appelé pour lui dire « Denis, tes enfants ont été attaqués, ils sont à l'hôpital ». Et il se rend à l'hôpital et il voit ses enfants qui sont sous... Des petits-enfants? Ses petits-enfants qui sont sous un drap. Et il soulève le drap et il voit l'horreur. Et il nous a dit, il nous a raconté ça cet été. Il nous a dit, instantanément, j'ai dit, je pardonne. Instantanément, je pardonne. Ces enfants avaient la tête à moitié arrachée. C'est un homme qui est... imbibé de notre valeur, qui est de notre monde. À 100%, qui a quelque chose de divin en lui. C'est un homme que, voilà, devant lui, tu te trouves... Alors, cet été, il doit accueillir et on a une petite vidéo, tout petit, 1 minute. On va juste montrer dans cette grande halle, une petite réception, juste il arrive, il dit, mon ami Philippe, et tu expliques un petit peu plus. Et son épouse Jocelyne. Alors, quelques images. Habari wa mama, tuko na furaha ya kukaribisha Nous avons la joie ndugu yetu na rafiki de recevoir notre frère et ami Philippe et Jocelyne Depourou. ni batu wenye wanapenda Kongo Ce sont des gens qui aiment le Congo na wanapenda taifa yetu, et ils aiment notre peuple. na mimi nadhani kwa yao hapa Et leur présence ici inatutia moyo kabisa, nous donne beaucoup de force sababu wanasaidia wamama fasi parce mbalimbali. qu'ils aident les femmes un peu partout dans le monde. Na mimi nadhani kwa yao hapa kwetu ni Et leur présence parmi nous, cha muhimu sana. c'est vraiment quelque chose de formidable. Sasa Mr. Keti, Je ne resterai pas longtemps, lakini nasaka mpate muda wa kuzungumza mais nao, je vous encourage d'avoir un temps de partage avec eux na mzungumzie yenye mko mnafanya. et dire ce que vous faites dans vos mutuelles de solidarité. Unajua, Donc, de quelque part, que lui, que toi tu le connais, que moi je le connais, mais que Denis, il a du estime pour, excuse-moi le terme, le petit Philippe du Kourou. C'est pas péjoratif, mais tu es d'accord, hein? Complètement. Il y a la place pour ça dans sa vie, pour toi? C'est incroyable. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand la famille a découvert certaines de mes chansons, bien avant que Denis ne les découvre, ils ont dit, mais tes chansons racontent la vie de Denis. Je les avais écrites pour moi. C'est ce que je vis dans une Microcosme. faible mesure, Ouais. très faible mesure. Mais lui, il le vit. Il le vit Devant 100 000 personnes au Congo. C'est notre cosmos. Au quotidien. Ouais. Voilà. Et quand nous sommes allés là-bas pour la première fois, il ne connaissait rien du tout de moi. Il savait qu'il y avait un Suisse et son épouse qui arrivaient. Et ils ont vu comment... Ils ont vu qu'on était différents, parce que le monde entier Et de filmons, hein. Et d'aller, il y a Même la femme du président Biden, tout le monde a passé. Voilà, Faire des photos, clic, quelques dollars. Notre président Alain Berset y était quelques semaines avant nous. Le monde entier a passé dans son hôpital. Et ce que Denis dit, et il le dit en public, il insiste des fois même trop lourdement là-dessus, il dit, mais quand Jocelyne et Philippe sont venus à l'hôpital, on a vu des gens qu'on n'avait pas vus avant. Donc il a senti
qu'on était... Connecté quelque part. Qu'on vibrait des mêmes choses, même si proportionnellement, lui, tu sais, quand il a reçu son prix Nobel de la paix, je l'ai appelé dans les minutes qui ont suivi, et avec son humilité habituelle, il me dit, mais Philippe, ce prix Nobel, c'est aussi le tien. Non. J'ai dit oui, d'accord, je vais juste te rappeler l'histoire de cette minuscule souris, toute minuscule, qui court dans le désert à côté d'un énorme éléphant. Ils courent tous les deux, l'un à côté de l'autre. Ils font de la poussière tous les deux. Mais on ne va pas comparer la poussière de la petite souris avec celle que... Oh, mais Philippe, toi, tu n'es pas Monsieur Nobody non plus. Les filles de l'Est, tu es dans ces pays, Moldavie, tu t'es aussi battu. Donc, tu n'es pas un petit souris. Tu peux être plus petit que l'éléphant, mais peut-être tu es un cheval de course et tu as aussi ta taille, tu as aussi ton ministère. Il ne faut pas comparer parce qu'on a besoin de tout. Alors, ça, c'est ton avis. C'est ton avis. Mais juste pour finir ça c'est ce que Denis me dit. Et aussi... je lui réponds, tu peux dire ce que tu veux. À côté de toi, je serai toujours la petite souris. Maintenant, voilà. Philippe, malheureusement, heureusement, bon, il y a des journaux qui parlent de toi, tu es venu aussi un nom public quelque part, mais la question, pourquoi tu es venu? Parce que j'ai découvert justement que finalement, j'y vais maintenant. C'est maintenant, tardif, que la presse parle. Ce monsieur, il joue avec sa vie, il a prochainement une balle dans la tête, on connaît l'Afrique, hein? Le Gabon, Ali Bongo est tombé, sort des armes, c'est le militaire. On connaît d'autres pays, je ne veux pas dire comme le Congo, d'autres le père en fils, et c'est... La présidence est un héritage familial, on connaît un petit peu l'Afrique, hein, les deux. Mais il aura une chance à aboutir? Non, franchement. Humainement, il n'a aucune chance. Ah! Humainement, c'est impossible. Alors, il faut, comme un réaliste, je me dis. Il faut bien comprendre. Il y a une telle corruption. Dans ce pays, la corruption, c'est un sport national, peut-être plus encore que dans d'autres pays africains. Il y a une telle corruption, il y a une telle magouille. Humainement, il n'y a aucune chance. Maintenant, ce que nous croyons, c'est que à l'instar d'un Moïse qui a été choisi par Dieu, formé par Dieu pour être le libérateur du peuple hébreu en Égypte, nous croyons que Denis a été choisi, établi pour libérer ce peuple qui souffre. Au Congo, les gens souffrent. On ne s'imagine pas ce qui se passe dans un pays qui est Kinshasa, à 10 millions de personnes, riche. C'est tout, ouais. Et mal géré. Et dans lequel les gens luttent pour simplement être pauvres. Ils aimeraient bien juste être pauvres. Ça voudrait dire qu'ils ont déjà gravi 5 étages. Tu vois, de la misère dans laquelle ils se trouvent, s'ils étaient juste pauvres. Mais, et on veut croire que... Et voilà, il est porté par cette foi-là. S'il y va maintenant, s'il se présente, c'est en disant, voilà, j'ai un appel de Dieu pour mon pays. Alors, il y a deux choses. Humainement, il ne peut pas être élu. Et la deuxième chose, c'est gouverner après. Parce que lui, il est d'une intégrité. Rigueur. C'est un modèle d'intégrité. Il est presque trop sharp pour l'Afrique. Il est presque trop noir et blanc, excuse-moi le truc. Il est presque trop rigoureux. Il va péter les plombs, les gens là-bas. Il ne dévie en rien. Mais sauf qu'un pays comme ça, tu ne le diriges pas tout seul. Il te faut une équipe. Des ministres, il a 20-30 ministres, et il y a une souplesse travers son gouvernement. Et c'est pour ça que dans ces milieux politiques, on a peur de lui, on n'en veut pas, parce que ça, on sait que ça. Et toi, tu étais au courant? Tu étais au courant qu'il est candidat? Mais oui, bien sûr. Tu fais partie du noyau interne. Oui. Tu sais autre chose? Il compte en Suisse, il a une fortune, il a des millions. Mais mon Dieu, mais si tu savais... Il donne tout. Tu pourrais même pas me poser cette question, tu aurais même honte de me la poser. Non, c'est quelqu'un qui donne ce qu'il a, il donne pour les plus pauvres. Il s'investit quand tu le vois, mais j'en ai les larmes aux yeux, quand tu le vois s'investir à côté d'une petite femme de la campagne, d'une misérable. Il se prend du temps.
d'une vulnérabilité. Ouais. Il est là, il l'écoute, il prie avec. Non, c'est un homme qui a la marque de Jésus en lui. Et c'est un homme qui tient parce qu'il est appuyé sur la parole de Dieu. Son leitmotiv, son leitmotiv, il dit, quand je me lève tous les matins, mon leitmotiv, c'est d'obéir au commandement de Jésus qui me dit, aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'est mon leitmotiv. Et j'y consacre ma journée. Et il se donne corps et âme Philippe, pour les plus pauvres. Dis-moi, si, par hasard divine, hein, parce que toi, tu travailles avec la connexion divine, hein, tu as un câble qui va vers le haut, et allô, Philippe, écoute, voilà. Donc, s'il aurait cette chance, ça serait un bon président pour toi, tu crois? Ça serait un bon président? Alors, quelqu'un qui comme lui, il n'a aucune expérience politique, mais il connaît tous les grands de ce monde, déjà, et tous les grands du monde s'inclinent devant lui, font une photo avec lui pour dire, voilà, c'est mon ami Denis Mukwege. Il n'a pas d'expérience politique, mais il a l'expérience de gestion d'un hôpital dans une région des plus difficiles du monde. Et puis, il a surtout qu'il il est ancré dans la parole de Dieu. Il est ancré en celui qui est le créateur du monde, celui qui a tout créé, celui qui a les clés de la vie, qui a les clés de la réussite. Et quand tu obéis à la parole de Dieu, voilà. Philippe, peux-tu faire une prière, mais pas 2 minutes, peux-tu invoquer le nom de Jésus sur la vie de Dr Denis Mukwege sur l'antenne? C'est enregistré. On le fait tous les jours, mais je peux le faire. Comme ça, c'est enregistré. À l'antenne. Seigneur, oui. Merci. Merci parce que tu connais Denis. C'est toi qui l'as, à l'instar d'un Moïse, tu l'as créé, tu l'as préparé, tu l'as transformé à ton image et à ta ressemblance. Tu l'équipes. C'était juste qu'il a prié sur l'antenne. C'est extrêmement rare, on fait ça sur l'antenne, mais la prière est enregistrée. Et surtout, Dieu il a enregistré la prière. Nos prières sont récoltées. La parole de Dieu nous dit, nos prières sont récoltées dans les vases de l'or. Et c'est un parfum agréable à Dieu. Nos prières ne sont pas en vain. C'est vrai? Il y a quelque chose que Dieu, c'est agréable quand son peuple, il prie à lui. Mais il y a quand même des choses positives, Philippe, en Afrique. Ça fait quand même plus que 15 ans que je voyage aussi. Et je trouve il y a une église qui se lève. Au Togo, 10 000 églises. Le Bénin, à tous les carrefours, tu as une église évangélique. Le Gabon, on vient de mentionner, ils ont tourné la crêpe, ils ont se libéré d'Ali Bongo par un général qui dit « Je suis chrétien, j'ai des valeurs comme dans les églises. Attends. Et dans d'autres régions aussi. Maintenant, on attend un petit peu l'Afrique du Nord. Hein. Là, je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur a prévu avec la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, mais on verra peut-être des miracles aussi. Que Dieu aime l'Afrique, c'est vrai? Absolument. Dieu aime les pauvres, Dieu aime ceux qui sont humbles, qui aiment Dieu. C'est vrai, il y a quelque chose de beau en Afrique, non? Il y a un peuple, il y a une beauté d'un peuple là. On connaît tellement de gens qui sont magnifiques, qui ont rien et qui louent Dieu pour le peu qu'ils ont et qui méritent vraiment qu'ils puissent sortir la tête de leur misère. Alors, c'était un plaisir d'avoir Philippe, notre ami, ici. Si vous voulez l'inviter une fois pour un concert, vous regardez l'adresse email qui est indiquée ou sur son site internet. Il fait des jolies soirées, un bon concert, soit lui avec ses guitares ou son band électrique. Il a toutes les variations. Ou aussi des conférences. Ou des conférences. Des conférences sur les abus sexuels, normalement. OK. Et Dieu TV, juste pour mentionner, on arrive à 17 comités nationaux. Dans tous les pays africains, l'Afrique du Nord en a un petit peu de la peine, encore. Mais nous avons 17 comités, ça veut dire partout on parle français. Nous avons des gens. Et Dr Alphonse Théabé du Cameroun, c'est un petit peu notre coordinateur, c'est le directeur de Dieu TV l'Afrique. Et on a partout du monde, même au Congo, partout. Au Rwanda, on a un comité, vous voyez. Nous sommes là pour la francophonie. D'accord? Au revoir et shalom.